Alors, nous recevons maintenant les gens de la Confédération des syndicats nationaux et Centrale des syndicats démocratiques. Donc, celui ou celle qui va faire la présentation, vous vous présentez et puis vous présentez les gens qui vous accompagnent. Et comme le groupe précédent, vous avez 10 minutes de présentation. Par la suite, nous passerons aux périodes d'échange. Alors, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est moi qui vais ouvrir la séance. Je suis Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN. Je suis accompagnée à ma droite de François Vaudreuil, qui est président de la CSD, Monsieur Guy Hervé, Monsieur Normand Pepin, et à ma gauche, François Hainaut et Claude Bernier. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui pour faire le point avec vous sur nos réactions à votre projet de loi 53. Alors, évidemment, nos deux organisations ont décidé de joindre leur voix ce matin parce que, étant partie prenante toutes les deux de décrets dans le secteur de l'industrie automobile, des services automobiles, alors on a donc conséquemment et au CCTM et également sur le terrain, on partage une expérience commune qui nous permet aujourd'hui, d'une même voix, de vouloir souligner l'importance à nos yeux de maintenir la loi sur les décrets de convention collective, mais également l'importance, évidemment, dans le contexte actuel, de l'actualiser pour la rendre plus apte à répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs sur le terrain, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils ne le soient pas. On pense que c'est important, cette loi-là, parce qu'elle permet très certainement de rehausser de façon importante les conditions salariales, mais les conditions de travail également des gens de ces milieux-là. Et c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Ça fait partie de nos missions sociales également, de nous préoccuper non seulement du sort des membres que nous représentons, mais également des gens qui sont peut-être parmi les moins capables de se représenter là, parce qu'ils ne sont pas membres d'une organisation syndicale. Donc, pour nous, l'importance également d'actualiser cette loi-là repose sur l'importance de maintenir, je dirais, ce qui a caractérisé cette loi-là depuis 1934, date à laquelle elle a été adoptée suite à la Grande Dépression. C'était, dans le fond, pour permettre que, dans le milieu, sur le terrain, les secteurs industriels qui sont concernés puissent continuer de se développer, mais pas simplement sur la base qu'on va niveler par le bas les conditions de travail des gens qui œuvrent dans ces milieux-là, mais ça va se baser tout ça sur, je dirais, une concertation qui va permettre de rehausser pour tout le monde les meilleures conditions de travail, les meilleures, dans le fond, ce qui aurait été capable d'être conclu au meilleur, qui puisse s'appliquer partout, de telle sorte que la concurrence se fasse sur des bases, je dirais, peut-être plus saines pour tout le monde dans l'industrie, pas simplement les patrons, mais également l'ensemble des travailleurs. Donc, c'est ce qu'on pense qui est important de préserver dans la loi et c'est ce qui nous a animés dans l'ensemble des travaux auxquels on a participé au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre et auxquels, dans le fond, on a continué de travailler dans la réalisation et dans la rédaction de notre mémoire ici ce matin. Alors, on va y aller très rapidement. Évidemment, sur les éléments sur lesquels on pense qu'il y a encore matière à bonifier des choses dans le projet de loi, parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on a faites dans nos travaux qui ont été retenues par la ministre, mais on pense qu'il y a peut-être des points sur lesquels on veut insister auprès de vous pour continuer encore ce matin de vous convaincre qu'il faut travailler encore plus à assurer le maintien de ce qui a caractérisé le milieu de travail visé par les décrets de convention collective, c'est-à-dire le partenariat, la concertation et, évidemment, un processus qui est basé sur les meilleures pratiques en termes de relations de travail plutôt que sur une judiciarisation des choses, des travaux. Alors, c'est l'esprit qui nous a animés et dès à présent, je vais céder la parole à François qui va y aller peut-être, lui, de façon plus précise sur les éléments des recommandations qu'on vous a présentées. Merci, Francine. Monsieur le Président, Madame la ministre... Pardon? Vaudreuil, président de la CSD. Alors, Monsieur le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de l'invitation qui nous a été faite. Notre présence ici à la commission parlementaire ce matin
est fort important pour nous parce qu'on considère que la loi des décrets de convention collective joue un rôle très important dans tout le droit de l'emploi, le droit du travail. On veut saluer, féliciter évidemment les consensus que vous avez reconduits dans le projet de loi, les consensus qui ont été établis au CCTM. Il y a certains éléments, certains irritants qui selon nous, ne devraient pas apparaître au projet de loi et c'est ces éléments-là dont je voudrais vous faire part immédiatement. Le premier élément, on vous demande que soit retiré du projet de loi le pouvoir du gouvernement de définir les termes et les expressions ou de préciser les définitions, qu'elle respecte la recommandation des parties au CCTM afin de ne pas revoir les définitions comme stipulées au CCTM. Que soit retiré aussi du projet de loi, ou du moins, plutôt, que soit clarifié le texte qui permet aux parties d'apporter des modifications au décret en tout temps. En fait, ce qu'on voudrait essentiellement dans ce texte-là, c'est qu'il soit clarifié pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'interprétation, mais qu'on comprenne que ce soit fait de façon conjointe entre les employeurs et les représentants syndicaux. Or, on vous demande aussi que vous renonciez à donner au ministre la possibilité de réviser toute disposition à un décret, que soit retiré du projet de loi l'article obligeant le ministre à consulter tout autre ministre qui lui paraît concerné, ou du moins qu'il précise que la dite consultation ne doit pas faire obstacle à la volonté des parties de modifier le décret, que soit réécrit l'article 19 afin que ce soit les parties au CCTM qui élaborent les directives visant une saine gouvernance, et ce, sous la gouvernance du CCTM qui est le lieu de concertation approprié. Et enfin, le dernier élément, que soit revu et réécrit l'article 24 du projet de loi afin que des indications plus claires balisent la portée de l'arrêté ministériel autorisant le ministre à déterminer un processus de révision et que vous teniez compte du consensus des parties au CCTM à l'effet de nommer une personne représentant le ministère dont les fonctions et devoirs seraient de recevoir, d'enquêter, de traiter, de faire rapport au ministre relativement à toute plainte plutôt que de judiciariser par l'exercice d'un recours devant le TAP. Alors, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il reste 3 minutes, sinon on va passer à la période de questions. Alors, donc, Madame la ministre, pour une période de 16 minutes. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous. Merci de vous être déplacés ce matin. Je pose tout de suite ma question d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait qu'on puisse vouloir revoir certaines définitions, redéfinir certains termes? Au ministère, par exemple, on me laissait entendre que certaines définitions d'une région à une autre pouvaient poser problème, notamment, si ma mémoire est bonne, c'est la définition d'artisan. Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que ce soit donc la ministre qui procède ou qu'on touche aux définitions? Qu'est-ce qui vous chicote là-dedans? C'est pas le fait de revoir certaines définitions qui nous turlupinent, c'est plutôt la manière dont on va s'assurer qu'on prend en compte les opinions et qu'on fait ensemble, on chemine ensemble, qu'on fasse des travaux de façon conjointe. Vous savez, l'idée du paritarisme qui est à la base même de cette loi-là, c'est ça qui nous interpelle le plus. On veut absolument s'assurer que, puis on sait que des fois le diable est dans les détails, hein, on veut absolument s'assurer que si on a à actualiser des définitions, bien, qu'on fasse ensemble ces travaux-là au niveau des comités paritaires, que les différentes composantes, les deux parties, tant patronales que syndicales, on fasse ce travail-là et qu'on convienne ensemble. C'est la meilleure manière, c'est celle qu'on connaît, qui nous amène aux résultats les plus probants, à l'effet que ce sera clair, à ce moment-là, de quelle manière on doit interpréter les définitions en question. Or, dans le fond, c'est de s'assurer d'un processus
Et c'est pour ça qu'on trouve qu'à partir du moment où on fait ces travaux-là ensemble dans les lieux appropriés paritaires, bien, on se questionne évidemment sur le fait que la ministre ou le ministre puisse arriver d'autorité puis décréter d'une certaine façon des définitions et des interprétations. En fait, ce qui vous inquiète, c'est que on se lève un bon matin, on décide qu'on apporte un changement ou on ajoute une définition, on apporte un changement. Je ne sais pas quel cas de figure il peut exister, là, et qu'on ne prenne pas la peine de vous consulter, qu'on ne prenne pas la peine de s'asseoir avec vous et qu'unilatéralement on procède. C'est ça qui vous inquiète? Absolument. Qu'est-ce qui vous inquiète aussi dans le fait, M. Vaudreuil, qu'on puisse vouloir aller consulter d'autres ministres? Moi, quand j'ai lu votre mémoire, ça m'a un peu surprise, ça. Vous savez, quand on adopte on va au Conseil des ministres, on est obligé de faire certaines vérifications auprès des jeunes, auprès de certains groupes, à savoir est-ce que notre règlement, le changement que l'on veut apporter dans quelque domaine que ce soit, quels sont les impacts qui pourraient exister pour donc des groupes ou etc. Et on va avoir la prudence, je dirais même des fois la sagesse aussi, d'aller vérifier auprès des collègues, d'autres collègues ministres, est-ce que ce que moi je m'apprête à faire va créer un préjudice pour des clientèles dans un autre ministère. Peut-être que j'ai mal compris ce que vous souleviez dans votre mémoire. Si vous pouviez davantage m'éclairer puis préciser votre pensée là-dessus, j'apprécierais. Belle question. Je vais essayer d'y répondre le plus succinctement possible. Cette question-là s'adresse à ce que j'appellerais l'économie des rapports collectifs au Québec, le modèle qu'on a développé. Alors, le modèle qu'on a développé au cours des dernières décennies au niveau des rapports collectifs de travail repose sur, entre autres, un des piliers, c'est sur la négociation des partis, c'est-à-dire les représentants patronaux et les représentants syndicaux, et ce cadre-là se fait d'une façon libre et en favorisant le plus grand processus démocratique. Donc ça, c'est le fonctionnement de nos rapports collectifs au Québec. Et une tendance actuellement, et on va prendre l'exemple qu'on vient de vivre, là, ou pas qu'on vient de vivre, mais qu'on vit actuellement au niveau du secteur des municipalités, où on sort complètement de l'expertise, de la dynamique, où on sort complètement de l'économie des rapports collectifs, des relations du travail qu'on a faites au Québec, et on transpose ça, on donne au ministre des Affaires municipales, des pouvoirs qui ne sont pas de sa compétence. Quand je dis qu'ils ne sont pas de sa compétence, ils n'ont pas la compétence. C'est au ministère du Travail que cette compétence-là a lieu. Alors donc, ça, c'est des glissements. Et quand les parties contractantes à un décret de convention collective décident du contenu, c'est une négociation, c'est la négociation des parties. Ça leur appartient à eux. Et le gouvernement n'a pas donc à s'immiscer, le gouvernement ne l'a jamais fait. Le seul endroit où il le faisait, c'était dans l'industrie de la construction et avec la réforme qu'il y a eu au milieu des années 90, quand on a créé le nouveau régime de négociation, où on a mis fin au décret, on a dit à ce moment-là, ça va être la libre négociation comme partout ailleurs. Alors, si les autres ministères n'ont pas à intervenir dans le volet des relations du travail, ça appartient au ministère du Travail. C'est comme ça depuis plus d'une 50aine d'années, et puis c'est un modèle qui fonctionne bien. Alors, de changer cette dynamique, de changer cette économie, d'avoir des glissements qui nous permettent de déroger au modèle qu'on a construit, c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Je vous ai bien compris. Je vous ai bien compris. Transparence, gouvernance, ça vous dit quoi? Par rapport à la situation actuelle, puis comment on pourrait se propulser plus loin dans ça? Bon, c'est excessivement important, puis je pense que les travaux au niveau du CCTM à cet égard-là sont concluants.
Les gens ont dit oui, il faut y travailler, puis on le fera au niveau du CCTM, ce qu'on vous propose. On le fait dans tous les organismes, que ce soit dans tous les organismes, on le fait actuellement. Alors, je ne verrais pas pourquoi que les comités paritaires seraient soustraits. D'ailleurs, les comités paritaires ne s'objectent pas à ça. Alors, on pense que dans un souci d'harmonisation, en raison de l'expertise qu'on a de l'existence des comités paritaires qui ont administré des décrets de convention collective, on pense qu'au CCTM, on pourrait faire un travail fort intéressant là-dessus. Monsieur Vaudreuil, merci. Ça va, Madame la ministre? Alors, je passerai maintenant la parole à Monsieur le député de Richelieu, de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Alors, Messieurs Vaudreuil, Hainaut, Pépin, Harvey, Bernier, Madame Lévesque, merci d'être là. Alors, j'allais faire un clin d'œil, Monsieur Vaudreuil, aux quelques mots que vous avez dit au sujet du projet de loi 110. Je voulais vous dire que je me reconnais dans votre discours désapprobateur sur ce projet de loi qui chasse le domaine des relations de travail dans les municipalités, de la supervision, de l'accompagnement du ministère du Travail pour plutôt les mettre sous la supervision du ministère des Affaires municipales. C'est une bonne idée de refaire cette observation devant la gardienne du Code du travail, la ministre du Travail. Mais revenons à ce qui nous occupe, le projet de loi 53. Non seulement avez-vous co-signé CSD et CSN un mémoire commun, mais nous avons entendu avant vous la FTQ nous communiquer des positions assez similaires aux vôtres. Alors, la loi sur les décrets de convention collective a permis et permet toujours aux travailleuses et aux travailleurs québécois, à des milliers d'entre eux, syndiqués ou non, de profiter de meilleures conditions de travail. Depuis son adoption, la concurrence entre les employeurs ne se fait plus au détriment des salariés visés par les décrets. Vous concluez, comme la FTQ avant vous, que force est de constater que l'actualisation, par ailleurs, de cette loi-là devenait nécessaire. Nécessaire aux yeux de l'ensemble des participants à la consultation menée par le ministère auprès du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Et ce, malgré le souhait d'abolir les décrets formulés par certaines organisations patronales, nous en recevrons une plus tard, qui, écrivez-vous, a tout de même participé de façon positive à l'exercice. Alors, plusieurs consensus repris dans le projet de loi. Cependant, tous les consensus ne s'y retrouvent pas. Et j'entends bien que c'est là le problème. Et l'autre problème, c'est que plusieurs des modifications introduites n'ont jamais été abordées lors des consultations ou vont tout simplement à l'encontre des parties consultées. Je souhaite parcourir certaines de vos recommandations. L'article 2 du projet de loi prévoit l'ajout d'un nouvel article qui stipule que les parties à la Convention peuvent demander en tout temps que soient apportées des modifications au décret. La Fédération des travailleurs du Québec nous a fait remarquer ça aussi. Mais vous, de façon très, très précise, noir sur blanc, vous exprimez qu'il faudrait à tout le moins, pour éviter tout imbroglio, préciser que ce sont les parties qui peuvent demander conjointement des modifications au décret. Alors, faute de retirer cet article, si au moins il y avait la notion de conjoint... Ce serait parfait. Ce serait parfait? Oui, l'idée, c'est que c'est la loi des parties. Et puis, ce qu'on veut s'assurer dans la loi, c'est que ce soit les parties et non une des parties peut demander. Vous allez voir que je ne voudrais pas prolonger indûment l'échange avec vous parce que votre mémoire a le mérite d'être très claire et je vous félicite pour cette clarté.
L'article 4 introduit une pratique qui n'a jamais été discutée au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, l'obligation pour le ministre du Travail de consulter tout autre ministre qui lui paraît concerné si une modification au champ d'application du décret a pour effet d'en étendre la nature des travaux assujettis ou le territoire d'application. Cette mesure paraît sage. À première vue, difficile de s'élever contre ça. Ça paraît même responsable, sauf que ce que vous nous faites remarquer, et c'est une remarque qu'il nous faut considérer, c'est que ça pourrait constituer un frein à une modification souhaitée conjointement par les parties. Ralentir cette modification ou même la compromettre, j'aimerais vous entendre plus avant là-dessus. Écoutez, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la loi des partis. Moi, ça va faire 20 ans que je suis à la présidence de la CSD. J'en ai vu quelques-unes. Puis, tu sais, je me rappelle très bien d'être venu ici à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, puis on nous disait, par exemple, que dans l'industrie du vêtement, il y avait à l'époque 4 décrets de convention collective, et puis qu'avec la disparition des décrets de convention collective, on créerait 8 000 nouveaux emplois. Alors, voyez-vous, des balivernes comme ça, j'en ai entendu, qui provenaient de d'autres ministères, des études, des analyses qui avaient été faites au niveau économique. Et ce que j'ai répondu tantôt à Mme la ministre, c'est que l'univers des rapports collectifs au Québec, la façon dont on a construit ça, ça appartient aux partis. Et les partis ne se font pas à requérir, au contraire. Au contraire, et on développe un écosystème où on assure, ou en tout cas on favorise le plus le développement de travail décent, puis où la compétition ne se fait pas entre les employeurs au détriment des salariés. C'est pas loin, c'est pas rien cette disposition-là, et que si les partis décident de modifier le champ d'application ou décident de modifier le décret, ça leur appartient à eux, ça n'appartient pas au ministre. Ça n'appartient pas au ministre. Alors, c'est dans toute la conception, c'est toute la dynamique de la libre négociation et du décret qui devient la loi des partis. Alors, c'est ça le raisonnement de base, c'est ça la logique dans laquelle on œuvre, et c'est de cette façon-là qu'on parvient à améliorer les conditions de vie des gens qu'on représente. L'autre commentaire général que je voudrais vous faire tantôt, quand vous parliez d'une association patronale qui visait l'abolition des décrets, la seule chose que je vous dirais là-dessus, c'est que les entreprises ne vivent pas sur une île déserte. Ils vivent en société, il y a des règles, il y a des lois, et puis il faut travailler dans ce cadre-là parce que il y a une organisation patronale, entre autres, qui favorise à tout prix l'abolition des décrets, puis à les entendre parler, c'est comme s'ils vivaient sur une île déserte. Alors, la vie et la société, c'est pas ça. C'est juste un commentaire général que je vais faire là-dessus. Oui. Madame Lévesque? Je dirais, on a une maxime des fois qu'on se dit entre nous, à savoir que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et ce qu'on craint particulièrement avec cette idée que ce soit inscrit dans la loi, que la ministre doit consulter tous les ministres qui peuvent se sentir concernés, c'est qu'à toute fin pratique, on se retrouve complètement paralysé. Qu'on ne puisse pas apporter quelques changements parce qu'on se retrouve dans une situation où on doit faire plaisir à tout le monde et à sa mère en même temps. Alors nous, on se dit, faisons confiance aux partis. La ministre du Travail est là pour s'assurer, de toute façon, elle fait partie de son Conseil des ministres, donc elle a des occasions de pouvoir échanger avec les gens du gouvernement qui peuvent avoir des intérêts à lui faire valoir. C'est pas nécessaire d'inscrire dans la loi expressément une disposition de cet ordre-là. Faisons confiance aux partis sur ce volet-là et donnons-nous une chance d'être capable d'assurer qu'on puisse vraiment actualiser les choses. Merci, Mme Lévesque. Alors, ça termine ce bloc. Je vais passer maintenant au député de Chute-de-la-Chaudière pour les 6 minutes 30 secondes suivantes. Merci, M. le Président. Question bien simple. Est-ce qu'on peut connaître l'identité des gens qui siègent à un comité paritaire? Oui.
Je vous pose la question parce que lors de notre briefing technique, j'ai posé la question. J'aimerais avoir la composition des différents comités paritaires. Le ministère du Travail n'a pas cette information-là. Je trouve ça bizarre comme transparence. Je ne peux pas vous répondre au nom du ministère, là, mais il y a Mais pas chez de vous, on problème. peut l'avoir pour les différents comités. On va vous donner le nom OK. des gens qui siègent chez les comités paritaires, c'est pas un trouble. Oh, oui. C'est plus que ça. Poursuivez, Monsieur le député. OK, merci. Donc, je comprends que votre ligne générale, je dirais, sur le projet de loi, c'est que la ministre attribue peut-être trop de pouvoir. Trop de pouvoir, puis non, elle va aller consulter les autres ministres. Sauf que je comprends qu'on nous a expliqué qu'actuellement, c'est par le Conseil des ministres. Donc, ils sont consultés actuellement quand même, lorsque ça passe au Conseil des ministres. Mais est-ce que vous seriez, concernant la transparence, l'imputabilité, est-ce que vous seriez en faveur d'une genre de loi cadre qui vient donner les balises, là, puis que c'est pas la ministre qui va dire telle chose, je veux l'avoir, là. Une loi cadre qui dit, regardez, nous, on a besoin de telle information entre A et D. Là. Je vous lance l'idée. J'essaie de voir parce que je comprends le but recherché par les ministres. Je comprends que les gens du sous-comité n'avaient pas fait ces recommandations-là. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une suggestion là, pour essayer de dénouer l'impasse, si je peux dire. Écoutez, l'idée là-dessus est toute simple, là. Ce qui est arrivé, c'est que il y a quelques années, je pense que c'est autour de 2012, le ministère du Travail, les fonctionnaires du ministère du Travail avaient préparé un document de réflexion sur l'avenir de la loi des décrets de convention collective. Alors, il a passé différents ministres et Sam Hamad, lorsqu'il a occupé pour la dernière fois le ministère du Travail, comme ministre du Travail, nous a demandé au CCTM. Et là, il faut bien savoir là, qu'au CCTM, vous avez les présidences des 4 centrales syndicales, vous avez les présidences du Conseil du patronat, de la Fédération des chambres de commerce, de la FCEI, des manufacturiers exportateurs du Québec. Il nous a demandé de faire une analyse sur la loi des décrets de convention collective. On s'y est appliqué. Et on s'y est appliqué de façon très sérieuse. Il y a eu des travaux et il y a un consensus qui a été défini par les associations patronales et par les centrales syndicales pour dire voici ce qu'on devrait changer dans la loi pour l'actualiser, la moderniser. Alors, il y a des éléments additionnels qui ont été ajoutés, qui accordent des pouvoirs et qui ne sont pas de la volonté des associations patronales et des associations syndicales, parce qu'on a tous étudié ces éléments-là, mais qui étaient des éléments qui émanaient du document de 2012 qui avait été préparé par la fonction publique. Mais ce que je peux vous dire, le consensus au CCTM, il est clair. Et ce qu'on demande, c'est de reproduire ce consensus des partenaires sociaux. Concernant l'éthique, la transparence, l'équité, la meilleure gouvernance, en somme, nous y sommes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul truc qu'on dit, c'est que passons par le CCTM pour avoir un certain niveau d'harmonisation pour s'assurer qu'on est capable de le faire. Monsieur le député. Suggestion d'une loi cadre, justement pour uniformiser, là, parce qu'il y a plusieurs comités paritaires. Vous parlez des membres du comité, du sous-comité. C'est quoi votre feeling actuellement? Vous parlez des membres, là? Vous avez vu le projet de loi. Il y avait un consensus, puis là, il n'est pas respecté certains sujets. Donc, j'aimerais avoir le feeling là, des membres du sous-comité. Monsieur Hénaud. Monsieur Hénaud. Avoir siégé au sous-comité avec mon collègue Normand et bon, vous avez vu Maître Baudry tantôt qui représentait aussi la partie syndicale. Le feeling, c'est parce que j'ai un certain malaise parce que je ne voudrais pas non plus jouer le CCTM contre le ministère. Là. Je pense que le CCTM est un outil que le ministère utilise pour consulter les parties. Hein. Je pense qu'il y a eu un consensus et c'est clair que ce consensus-là, puis, comme je vous dis, là, il y avait la Chambre de commerce en face de nous, la FCEI et le Conseil du patronat, là, donc, et les 3 grandes centrales du privé. Fait que je pense qu'on faisait le tour là-dessus. Donc,
vous demander de préciser, parce que j'ai participé à l'analyse d'un projet de loi avec le député de Louis-Hébert. Il n'avait pas tout pris les recommandations, mais on ne sentait pas ce qu'on sent dans vos mémoires actuellement. C'est que, oui, les gens, il n'avaient pas tout pris, mais les gens venaient et ils essayaient d'avoir un peu plus. Mais là, il se dégage quelque chose, je dirais, de malsain, entre guillemets. Là. Donc, notre crainte, c'est que certains éléments, compte tenu du rapport que François disait tantôt de 2012, le consensus était quand même mis beaucoup d'éléments du rapport qu'on a mis de côté, qui étaient issus du ministère, et le consensus a donné un autre document qui se retrouve beaucoup dans le projet de loi, mais il y a certains éléments qui se retrouvent pas, qui nous rendent un peu nerveux. Là. Mais sur la gouvernance, on en est, là. On a fait venir plein de gens, puis on en est qu'il faut s'assurer d'avoir une gouvernance semblable pour l'ensemble des comités paritaires. Puis je sais que ça finit, mais l'autre élément qui nous questionne beaucoup, c'est toute la judiciarisation qui pourrait arriver par l'utilisation des 47.2. Donc, je pense qu'on a déjà assez de troubles présentement avec les 47.2 d'en rajouter, parce que le dernier consensus qui a eu lieu, c'est quand même la personne nommée par le ministère pour faire enquête. Et moi, je pense qu'on doit y aller. Et si ça ne fonctionne pas, on se reverra par la suite. Merci, M. Hainaut. Alors, pour les 2 minutes restantes, parce qu'on termine à 13 heures, je vais laisser la parole à Mme la ministre. Mais moi, je suis un petit peu étonnée d'entendre ce que j'entends un peu ce matin, parce que les conversations qu'on a pu avoir depuis que moi, je suis arrivée au ministère à bâton rompu dans les rencontres qu'on a, des fois informelles, des fois formelles, les partis à qui on a parlé, et la partie syndicale en est également, tout le monde avait tellement hâte qu'on procède, puis qu'on appelle le projet de loi, puis on était assez contents de ce qu'il y avait là-dedans. Puis là, ce matin, ça semble quasiment qu'il faut déchirer ça, là. Mais moi, c'est pas ça qu'on non, mais je vais finir, ça vous dérange pas? C'est pas le message que nous, on nous envoyait, là. C'est vraiment pas le message qu'on nous envoyait. Il reste 2 minutes. Je sais pas si vous voulez me répondre à ça. Là, mais... Parce que c'est le député de Chute de la Chaudière. C'est la lecture que vous en faites. Moi, je trouve ça triste. Si c'est pas ça, dites-le. Parce que moi, c'est pas le message que j'ai reçu depuis que je suis arrivée au ministère. Rapidement, les consensus qui ont été développés, Mme la ministre, au CCTM, qu'on les retrouve, on applaudit. On applaudit ces différents changements-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des irritants dans le projet de loi qu'il faut modifier. C'est de ceux-là qu'on a discuté. La balance, c'est parfait, là. On ne vous dit pas que tout ce que vous avez reproduit, qui fait partie du consensus au CCTM, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on vous dit, là. Mais on dit qu'il y a des éléments là-dedans qui ne devraient pas apparaître au projet de loi, et ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7, 8 à peu près sur l'ensemble du projet de loi. Merci, M. Vaudreuil. Combien de temps? 30 secondes. 28 secondes. 28 secondes. Vite. En termes d'imputabilité, M. Vaudreuil, est-ce qu'il serait pensable qu'on organise une fois par année une assemblée générale annuelle, par exemple, où on pourrait s'adresser aux employés qui sont impactés par le décret, où le comité paritaire rencontrerait ces employés-là, une espèce de reddition de comptes avec les assujettis? C'est quelque chose de pensable, ça? Alors, écoutez, bon, alors, à ce moment-ci, je dois suspendre jusqu'à 15 heures en rappelant aux parlementaires que vous ne pouvez pas laisser des choses sur les tables puisqu'il y a un caucus ce midi ici. Donc, je suspends jusqu'à 15 heures dans la même salle. Merci.